Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, j'accueille un expert. Salut Régis. Salut François. C'est Jonathan Vidor qui a mentionné ton nom dans un précédent épisode. Quand on parlait de JV Web, il expliquait que tu avais révolutionné sa vie et et en tout cas, redonné de l'espoir dans son métier de dirigeant. Tu es l'auteur du livre Learning to Scale qui parle de la théorie Lean. Et donc, du coup, je vais te laisser te présenter et nous expliquer D'accord. comment le Lean transforme les entreprises aujourd'hui. Ok, merci pour moi. Tu as fait l'essentiel. Moi, je fais deux choses. Donc, je suis à la fois l'auteur donc de Learning to Scale que tu viens de montrer, et je fais partie en fait, d'un collectif de gens qui font mon métier. Et peut-être que pour comprendre un peu, je vais utiliser le terme de docteur du scale. Donc, moi, mon sujet d'étude, c'est comment en fait les entreprises franchissent les paliers de croissance. Et un peu plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est la difficulté qu'on a quand on franchit ces paliers de croissance. Alors, ce qu'on appelle dans le monde du lean le big company disease, la maladie des grandes boîtes. Et bon, je pense que tu as dû le voir aussi en ton expérience de dirigeant, c'est l'entreprise grossit et puis on commence à voir sur le terrain que les gens suivent bêtement leur process et leur routine interne sans s'intéresser aux clients. Tu vas sur le terrain, tu rencontres des gens de ta boîte en fait qui ont vraisemblablement complètement perdu les basiques du métier. C'est tes managers aussi, tu vois qu'ils ont perdu contact avec les clients, avec le terrain. Tu vois que d'entre tes équipes, les gens se renvoient la balle dès qu'il y a un problème. Donc je te vois sourire. Et toi, tu te dis qu'est-ce que je fais avec cette boîte-là? Et quand tu essaies d'impulser du changement, ça freine des cas de fer et tout devient lent. Donc ça, quelque part, c'est ce qu'on appelle donc le big corporate disease. Et c'est ça Ça mon me sujet rappelle de. beaucoup de postes que tu crées pour aligner les intérêts de tout le monde. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Donc ça, Comment c'est c'est j'aligne, bon. comment j'aligne la prod avec le commerce, comment j'aligne le marketing avec le commercial. Voilà. Exactement, exactement. Donc, c'est une maladie, il y a des docteurs, tu en fais partie. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner plus de symptômes pour que des gens se reconnaissent et presque à tous les étages de l'entreprise, quels sont les grands symptômes? Ah, ok. Alors, ça va être variable. Ce qui est passionnant avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas deux aventures identiques. Ce qui est Ok. intéressant aussi, c'est qu'en fait, on vit tous un peu la même histoire, si tu veux. Donc, tu montes ta startup, tu montes l'entreprise, t'es 5-10. Grosso modo, on s'appelle tous les jours, on se connaît tous, tout va bien. 15-30 personnes, il faut commencer à spécialiser les fonctions, les managers. Donc là, c'est compliqué parce que des gens qui étaient contributeurs individuels se retrouvent à devoir manager, ils savent pas trop comment faire. Les experts qui avant faisaient le job se retrouvent à devenir chefs et ils savent pas est-ce que je dois faire le job à la place des gens de mon équipe. Donc Mhm. au début, c'est ce genre de sujet. Un peu plus loin, je dirais vers 30-50 personnes, ça commence à être un peu beaucoup pour le dirigeant qui au début portait tout. Là, il faut commencer à avoir un début de codir, une équipe de direction. Pareil, donc, on commence à avoir des managers de managers. Donc là, on n'est plus en prise directe, donc c'est de plus en plus loin. Donc les phénomènes dont je te parlais deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus prégnants. Vers, je dirais, vers 80, 100, 120. Encore une fois, c'est très variable, hein, mais tu te rends compte que le management, je dirais, de proximité humaine quelque part ne fonctionne plus et qu'il faut basculer sur structurer les choses. Et donc là, il y a encore d'autres choses, c'est qu'en fait, on va mettre en place des process parce qu'il les faut une colonne vertébrale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les process rendent les gens débiles. Après, à 150, il y a encore 150, 200, il y a encore des phases ultérieures où en fait le dirigeant ne connaît plus tous les prénoms. Mhm. Il y a des équipes que tu n'as pas vues depuis des mois, tu sais plus vraiment ce qui s'y passe. Le produit qui avait lancé la boîte, il commence à être en bout de souffle, il faut lancer les autres, et puis ça fait 3, 4 produits que tu essaies de lancer qui mordent pas. Et donc ça, voilà, pour aller un peu plus loin dans les types de problématiques. Et ce que je trouve à la fois fascinant et parfois un peu difficile, c'est que ce qui caractérise en fait ces paliers-là, c'est que ce qui t'a permis de réussir jusqu'à ce niveau-là devient quelque part l'obstacle pour réussir l'étape d'après. Et toi, On est tu l'as d'accord. vécu, je pense, c'est que il faut que tu apprennes à t'auto-détruire quelque part pour redevenir la personne et ça fait une pression qui remonte aux dirigeants, mais qui est un peu vrai partout, hein. Et qu'avec des équipes qui comprennent pas forcément qu'on doit changer de métier ou changer de paradigme. Oui, et oui, oui, c'est clair. Qui,
Comment un dirigeant prend-il conscience qu'il en arrive à ces limites-là? Il y a plusieurs, il y a plusieurs déclics, et ça dépend, encore une fois, ça dépend des dirigeants. Souvent, je dirais qu'un déclic principal, c'est le dirigeant qui en a ras-le-bol de traiter des problèmes, en fait. Il veut prendre de la hauteur sur sa boîte. Ça veut dire, t'es dirigeant, tu vois 1, 2, 3 ans, 5 ans. Et ce que tu vois, c'est qu'au quotidien, tu es juste en train de rattraper les bêtises des gens. Et un premier déclencheur, c'est le dirigeant qui en a juste ras-le-bol de ça. Juste vraiment dans son quotidien. Ras-le-bol d'être sur les problèmes opérationnels. Un deuxième, c'est des problèmes de plus de satisfaction client. C'est-à-dire que, en général, quand la boîte se lance, grosso modo, si elle n'a pas ce qu'il faut, elle meurt, c'est l'essentiel des boîtes. Mais quand elle se décolle, c'est que les clients ont trouvé que cette boîte-là, elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et le dirigeant sent qu'il a perdu ça. Et il sent que, avant, il était fier de quelque part de son expertise, de la qualité du service. Et là, il voit des clients qui sont en train de lui dire que bah, finalement, ta boîte, en fait, on l'aime plus beaucoup. Ça, c'est un autre facteur. Après, il y a des choses plus terre à terre. Hein. C'est bah, on n'arrive plus à vendre. Mmh. Donc, fondamentalement, ça se resserre. Et puis le quatrième, c'est en fait, on a fait de la croissance, on a investi, etc. Mais je vois que quelque part, ma structure de coût va grossir plus vite que ma structure que mes revenus. Et il faut que j'aille trouver l'efficacité là-dedans. Il y en a pas mal en fait ils sont un peu déçus, mais qui viennent en se disant j'ai des problèmes de rentabilité, c'est le bordel, et je vois ces gens du lean, ça vient d'industrie, etc. Donc ça doit être très très process, et ils vont venir m'expliquer comment je vais mettre en place des beaux process rutilants pour améliorer tout ça. On va voir après, je pense, dans la suite des conversations, qu'ils sont un peu déçus, mais ça, c'est les grandes familles Bon, si de c'est, situation. si c'est une maladie des grosses compagnies, ça veut dire que les petites boîtes peuvent pas l'attraper? Alors, dans mon expérience personnelle, ça démarre à 3. Ouais. Ça démarre à 3, c'est assez malheureux, mais en fait, c'est exponentiel parce que c'est un problème. Cette maladie, alors c'est rigolo parce que j'ai passé, bon, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, hein, j'ai travaillé pendant 8-10 ans avec vraiment des grands groupes, grandes Mmh. banques, des choses comme ça, donc des boîtes de 500 000 personnes. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'après, du coup, en 2015, j'ai basculé et je vois ce matin avec des patrons de start-up. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que donc les gens qui montent les startups se vivent en général plus dynamiques, plus intelligents de ce qu'on veut. Pas du tout. En fait, c'est les mêmes que dans les grandes boîtes. Mais ce qui se passe, c'est que la complexité en fait augmente de manière colossale. Donc il y a une complexité de communication interne, si Mmh. tu veux, parce qu'il y a de plus en plus de croissance, tout bêtement, c'est mathématique. Et puis l'autre truc aussi, c'est que pour faire la croissance, il faut qu'au début, pour lancer ta boîte, tu démarres avec une niche. Et Mmh. après, bah, il va falloir que tu élargisses ta niche pour prendre des clients qui sont de plus en plus, tu vois, un peu loin. Et comme tu es en train de mettre des coups de fouet à tes commerciaux pour qu'ils vendent tout ce qu'ils puissent vendre, bah, On du est coup, tu fais d'accord. rentrer des clients qui sont de plus en plus divers, qui fait que bah, la complexité de gérer tous les types de clients avec toutes les personnes ne fait qu'exploser. Ce qui fait que tu l'attrapes à 5-10 et puis c'est pas grave, parce que le patron est encore très très, je dirais, il projette, il est très puissant, il peut contrôler le truc et ça ne fait qu'augmenter. Je pense qu'il y a une marche sérieuse à 50 parce que la façon, l'image visuelle que j'ai, c'est un peu comme si le dirigeant avec un tutu, tu sais, ou une jupe Mmh. autour de lui. Et quand ça dépasse cette aura, en fait, là, ça commence à s'effondrer. Donc, je pense qu'il y a un premier pas vraiment sensible vers la cinquantaine. Quand on doit Voilà. Et développer le après, leadership d'équipe, enfin d'équipe, enfin de manager d'équipe, en fait. et là, on a une difficulté, c'est qu'il y a plein de choses qui sont devenues intuitives pour le dirigeant. Et on va y revenir peut-être quand on parlera d'apprentissage et qui sont évidentes pour le dirigeant et il voit que ses managers l'ont pas et ça l'agace. Et ça, c'est là qu'il y a un truc. C'est là qu'il se passe un truc. On est d'accord. Voilà. On a vécu le même truc. Cette On l'a vécu dans toi, tu es arrivé comment, en fait, au lean? Ouf. Euh, donc moi, je viens du monde du développement logiciel. Et pour ceux qui sont dans ce monde-là, j'étais un des tout premiers en France à la fin des années 90 à découvrir ce qu'allaient devenir les méthodes agiles, qui sont des méthodes assez dynamiques en fait de développement.
Mmh. Au lieu de faire des cycles pendant un an sans voir un client, en fait, on lui livre des choses toutes les semaines. Et donc, j'étais un vrai techos, un ingénieur, un codeur. Et au début, j'ai vu qu'en fait, on n'arrivait pas à faire du logiciel juste dans l'équipe. Et puis après, quand j'ai fini par comprendre comment faire marcher ce truc-là, j'ai fini par réaliser que ça servait à rien d'avoir une équipe qui marche bien dans une entreprise qui fait absolument n'importe quoi et qui parle plus à ses clients, etc. Et au bout d'un moment, et là, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui était de l'usine. J'avais commencé à lire quelques bouquins, j'étais un peu fasciné. Et là, j'ai eu cette opportunité, j'ai commencé à tirer la pelote. Au début, je pensais que j'allais faire encore un peu plus d'agile ou d'efficacité opérationnelle, et puis j'ai découvert que c'était complètement autre chose. Et là, j'ai mis le doigt dedans et je suis parti au Japon. Enfin, Mmh. Parti au Japon pour une raison, j'imagine, parti bien faire des visites. particulière. Oui, aller visiter des usines. Donc j'ai mis, je crois, à 35-40 ans, j'ai mis la première fois les pieds dans une usine pour essayer de comprendre ce que c'est. Ça a juste changé ma façon de voir le monde. Voilà. Pourquoi? Euh, Moi, si tu veux, j'évolue en tant qu'ingénieur développeur. J'ai une carrière où j'étais plus dans la tech, dans ces trucs modernes, tu vois. Et après 2010, t'as tout le phénomène startup qui explose. Donc moi, je suis dans ce monde-là. Culturellement, je suis élève avec cette population-là. Et le clash pour moi, ça a été de me réaliser en fait à quel point on était retardé, on était attardé. La première visite chez un fournisseur de Toyota où le gars fabrique 80 millions de pièces par an et il explique que l'an précédent, il a eu 25 défauts. Et tu dis, ils font un défaut pour 4 millions de pièces et que tu vois ce système de management qui est sophistiqué en fait à un niveau euh, avec une profondeur de compréhension à la fois de ce que c'est que euh, avoir une entreprise qui vend dans 170 pays avec une gamme de 300 produits, des centaines d'usines, avec une complexité inouïe et d'avoir un niveau de sophistication dans la compréhension du travail humain. C'était juste incroyable. En fait, c'était rigolo. J'étais avec un CTO, donc un directeur technique d'une entreprise pendant une visite de Toyota à Nagoya, au Japon. Et on est tous les deux au-dessus d'une passerelle, on regarde les choses qui se passent en dessous. Et je me tourne vers le gars qui s'appelle Benjamin et je lui dis, écoute, moi je vais rendre mon diplôme d'ingénieur en fait. On est des nains de jardin en fait. C'est pas l'ingénierie ce qu'on fait. C'est tellement petit et en fait c'est de voir le niveau de sophistication du modèle. Ça m'a vraiment changé la vie. Et alors je pensais au début, si tu veux, que les startups c'était l'après de l'industrie. Et en fait, pour réaliser qu'en fait, c'était l'avant. Et que tout ce qu'on est en train de vivre, nous, dans la tech, on se raconte qu'on en avance sur tout. En fait, l'humanité était là il y a 120 ans. Hein. Nos ancêtres, en fait, dont on se dit qu'ils n'ont pas grand-chose à nous apprendre, ils ont vécu l'introduction de l'électricité, du téléphone, du vol, de la conquête spatiale, des communications. Et ça, en fait, ça a changé, si tu veux, de passer de ma bulle on est mieux que tout le monde à, en fait, on a tellement à apprendre de ces gens-là. Moi, je dis beaucoup à mes clients, start-up et tout, ou scale-up, c'est qu'ils doivent passer de la culture de la réaction à la culture de l'anticipation, qui est très vraie dans l'industrie. Oui, Et je pense qu'une partie de ce que tu enseignes et ce que tu mets en pratique, c'est ça. oui. Et ce qui se passe aussi, c'est que si tu veux, on a dans le monde. Alors, moi, j'étudie deux sujets en particulier là, que je connais bien, des types d'entreprises que je connais vraiment bien. C'est tout ce qui est agence, production de services, cabinet de conseil. Ça, c'est un monde. Et puis tout ce qui est autour du logiciel, les SaaS, les éditeurs. Donc ça, c'est vraiment les sujets où je suis très à l'aise parce que j'en viens en fait dans tous les trois. Et typiquement dans le logiciel, on nous a expliqué et on croyait dans les années 2000, il y a 25 ans, que non mais le logiciel c'est très différent parce que tu comprends, tu peux tout changer, etc. Pour les patrons qui font du logiciel, ils savent très bien que changer les choses c'est pas si simple que ça. Quand t'as une bosse de code depuis 5 ans, que tu vois une fonctionnalité, que tu veux changer un bouton et qu'on t'explique que ça va coûter 3 semaines, tu comprends que cette idée de tout est fluide, etc. C'est plus dans les bouquins. Et du coup, le fait de repartir de ce modèle-là industriel et de se dire, mais finalement,
qu'est-ce que je peux en apprendre et en quoi c'est différent, en fait, ça oblige à prendre beaucoup plus de recul. Et je rejoins ce que tu dis sur l'anticipation. C'est que tu réalises en fait que tous les trucs que tu vivais, où tu étais en réaction parce que toi tu les découvres, tu te rends compte qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'était une découverte il y a à peu près 150 ans et que c'est plus ton manque de culture en fait qui est un problème qu'autre chose. Je pense. Du coup, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu la méthodologie Lean et sur quel pilier elle repose? Euh, alors, pour, pour, euh, pour rentrer là-dedans, ce que je peux faire, c'est l'opposer. C'est jamais malin, tu vois, de faire des grands contrastes, mais ça aide quand même. Donc, opposer le modèle Lean et le modèle Tayloriste. Donc, le principe de base, donc le Lean, donc, développé par Toyota, est un modèle de management et d'entreprise qui est une alternative crédible au management tayloriste, fordiste. Alors, quelle est la différence entre les deux? L'essence du modèle tayloriste, c'est on va séparer celui qui conçoit le travail et celui qui l'exécute. C'est l'essence du truc. C'est qu'on passe du modèle de l'artisan, qui est en fait celui qui en même temps réfléchit à comment faire son travail et qui l'exécute, au modèle industriel classique, théoriste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent des process et d'autres qui sont payés à exécuter les process. Le paroxysme de ça, c'est Ford qui récupère les idées de Taylor dans les années 10-20. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle, le temps qu'un artisan mettait sur une voiture avant Ford, c'était le temps, ce qu'on appelle le temps de cycle, c'était 450 minutes. C'est l'essence, grosso modo, une journée. C'est-à-dire que la personne travaille toute une journée sur la voiture. Ça veut dire qu'il a un spectre de compétences très large et un vrai savoir-faire établi pendant des années. Le système tayloriste, c'est on a tout découpé en petits bouts et le temps de cycle moyen, c'est 2 minutes, avec un job qui peut être enseigné en 10 minutes. Et tout ça basé sur une structure organisationnelle qui est des process à suivre, des superviseurs, des middle managers qui sont là pour faire exécuter les process, des bureaux d'études, des consultants qui sont là pour faire l'optimisation des process. Donc ça, c'est le schéma classique de l'organisation moderne et qui est tellement classique que dans un bouquin qu'on a écrit, qui s'appelle Apprendre à apprendre avec le Lean, en fait, on a appelé ça le modèle invisible. Ben oui, c'est une entreprise. Et donc, si tu veux, dans ce monde-là, le salut, c'est le process et les gens sont le problème. Le lean, c'est un truc différent. C'est pas passer à l'homme est bon, on va laisser tranquille faire ce qu'il veut. L'idée, c'est de se dire que au lieu de séparer ça, on va structurer et soutenir le développement personnel, enfin professionnel de chacun dans la boîte. Et on va concevoir une entreprise dans laquelle le travail du quotidien est fait pour faire progresser la personne. Donc, Donc apprendre. donc apprendre. Et alors, ce qui se passe, c'est que les deux coexistent. C'est-à-dire que si tu vas chez Toyota, il y a des process partout, tu vois. Mmh. Donc c'est pas, je les oppose, c'est pour ça que c'est pas très malin. Mais l'idée du Lean, c'est que c'est pas une méthode pour exécuter. C'est pas comment est-ce que tu produis, je sais pas quoi. C'est une méthode pour, quelle que soit ta boîte, comment est-ce que tu vas, j'aime pas trop le terme structuré, mais comment est-ce que tu vas concrétiser, rationaliser et orienter l'apprentissage de chacun, tu vois. Mmh. Donc l'essence de et alors comment est-ce qu'on fait ça? Si je veux aller un cran plus loin, c'est que quand tu commences à t'intéresser au lean, il faut monter en puissance sur la façon dont les gens apprennent. Alors, comment les humains, tout le monde apprend. Mais tu as l'apprentissage, je dirais, débutant ou amateur, et tu as l'apprentissage professionnel. Donc, l'idée du lean, c'est que, en tant que dirigeant, je me forme au lean parce que je me professionnalise dans l'apprentissage adulte. Tu vas te dire, donc je développe, donc, du coup, il faut lire des bouquins, il faut apprendre comment est-ce que les gens apprennent. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce que nous apprennent les sciences cognitives, hein, c'est que les adultes, ils apprennent en résolvant des problèmes. Donc un adulte, il ne supporte plus qu'on le mette dans une salle et qu'on explique des trucs. L'adulte, en fait, il apprend en résolvant des problèmes. Et ce qui se passe, c'est que résoudre des problèmes, on fait tous. Si tu fais faire des travaux chez toi, tu vas voir ton plombier qui fait que résoudre des problèmes. Ça passe pas, la cause rentre pas. Et l'idée, c'est que le Lean, en fait, c'est un ensemble de méthodes pour faire ressortir les problèmes et pour les attaquer d'une façon un peu particulière, un peu tu vois, instrumentée, avec du savoir, et tout un corpus, si tu veux, de connaissances sur comment est-ce qu'on fait la qualité, comment est-ce qu'on réduit les délais, comment est-ce qu'on augmente une productivité, comment est-ce qu'on améliore l'adoption des produits par les clients, tu vois. Donc l'ensemble de la méthode, c'est je prends ma boîte telle qu'elle est, je mets en place des choses, notamment par le visuel, pour faire remonter des problèmes, et après j'accompagne les gens dans la résolution structurée de ces problèmes-là,
Et c'est ça qui va les faire progresser beaucoup plus vite que si on les avait laissés résoudre des problèmes de nature. Donc il faut quand même un certain exercice de transparence pour qu'on mette les problèmes sur la table. Oui. Et c'est pour ça que pour que ça fonctionne, c'est tout le temps vrai, et on demande plein de trucs aux dirigeants, mais ça ne peut marcher que si le dirigeant est à l'initiative du truc. Parce que ce qui va se passer, c'est une des faiblesses habituelles, c'est que les gens se disent ah c'est vachement bien ces trucs de ligne, je vois plein de gens qui ont des bénéfices avec, ah oui je vais faire venir des consultants, ils vont résoudre tout ça. Mais comme c'est un système pour faire émerger des problèmes, au début ça va faire sortir des petits problèmes locaux, puis après rapidement c'est des vrais problèmes qui ressortent. Et fondamentalement les vrais problèmes, en général le dirigeant il a choisi l'offre, il a choisi le nom de la boîte, il a choisi le marché, il a recruté tout le monde, donc ça finit par lui remonter. Donc là où ça marche, c'est quand le dirigeant finit par comprendre à quel point ce système-là, au final, est un système d'éducation pour lui. Et il utilise la boîte pour le faire progresser lui, tu vois. Ça crée une espèce de grande boucle où il devient le prof. Donc on remonte des problèmes et le dirigeant devient en même temps le prof qui aide les gens à surmonter les problèmes de manière structurelle. Ce que fait n'importe quel dirigeant, tu vois des dirigeants, mais sauf que là c'est outillé, si tu veux. Euh, et en même temps, il apprend en fait à utiliser la boîte pour voir les failles dans son propre raisonnement, qui en fait vont être en général les freins principaux de la croissance, tôt ou tard. Je vais avoir une question un peu provocatrice, mais tu penses qu'un grand dirigeant, un patron de grande banque, un patron de grande industrie, il a ce recul où il a déjà tellement de choses à gérer aujourd'hui? Parce qu'en fait, on voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui disent, nous, on est transformation inside, il y a même plus besoin de département de transformation parce qu'il faut enfin, parce que tout le monde se transforme. Mais j'ai un peu l'impression que c'est se mentir et refuser de voir les problèmes. Alors, dans les très très grandes entreprises, moi j'ai pas accès, tu vois, patron d'une boîte CAC 40, mais j'ai eu accès dans une banque à quelqu'un qui était dans l'équipe de direction d'une grande banque du CAC 40. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que j'assiste en fait à un échange avec le gars où il était en train de parler à ses patrons régionaux, on va dire. Donc il y avait une dizaine de personnes. Chaque patron, c'était entre 3 et 10 000 personnes derrière. Et je vois ce patron faire une intervention d'une demi-heure. Ce qui m'avait vraiment fasciné, c'est qu'il n'a pas dit, alors moi je suis expert du truc, hein, il n'a pas dit un mot qui n'était pas dans le livre. Il n'a jamais utilisé le jargon, bien sûr, mais c'était vraiment évident pour lui. Et ça, c'est un premier axe de réponse, c'est que le Lean, donc c'est pas une méthode qui a été pondue par des consultants avec des trucs un peu hors sol. C'est une entreprise qui est très très terre à terre, très 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 terre à terre, et qui met une grosse intensité dans son apprentissage, qui au final a mis des mots. Tu vois, tu me disais dans nos échanges avant que tu es un peu le Monsieur Jourdain du truc, tu vois, qui a mis des mots sur des choses qui semblent être du bon sens quand on les découvre, mais qui en fait, quand on voit l'entreprise, sont pas du tout du bon sens, parce que l'entreprise fait pas ça. Donc, il y a quelques dirigeants, même de grandes entreprises, qui vont être complètement dans le truc, et puis d'autres qui, à l'inverse, seront complètement à l'extérieur. Et encore une fois, c'est jamais malin de comparer, tu vois, de Opposé, ouais. caricaturer, mais tu as des gens qui sont très, très terrain, personne, client. J'ai croisé un peu, je travaillais un peu avec l'équipe de direction d'Auchan. J'ai trouvé, c'est chez Auchan que j'ai vu les dirigeants les plus avancés, en fait, avec un sens profond de ce que c'est que le service au client, avec un sens profond de ce que c'est que le produit, avec un patron qui est fasciné par son stand de fruits et légumes, tu vois. Donc il y a des patrons qui vont dans cette direction-là, qui vont le faire un peu naturellement et pour qui le lean sera plus un moyen de diffuser ça de manière structurée à potentiellement des milliers de personnes. Et puis d'autres qui en fait n'y viendront jamais parce qu'en fait ils s'en fichent un peu de tout ça. Ça les intéresse pas les équipes, les clients parce qu'ils sont ailleurs. Il n'y a pas, si tu veux, de bien et de mal, parce qu'il y a différentes façons de réussir sa boîte. Mais quelle que soit la taille de la boîte, il y a des dirigeants qui vont aller vers ça, puis des dirigeants qui vont prendre d'autres stratégies pour y aller. Et pour qui le lean sera jamais un sujet. Et est-ce que les objectifs court terme ou court-termistes que peuvent mettre des actionnaires ou que peuvent mettre des partenaires financiers à une entreprise ne sont pas des freins à la mise en place de Ah dispositifs lean? si, c'est Ouais. clair, c'est clair. Il faut combien de Enfin, temps? pardon. Il faut combien de temps pour faire une transformation lean réussie? euh, alors, il y a
C'est un programme de détox, le lean. C'est une cure de détox. Ça veut dire, ça fait longtemps que t'es pas allé, que t'as pas fait de sport. Donc tu vas t'y mettre la première semaine. Tu vas transpirer un peu, il va se passer des trucs tout de suite. Tu vois. Donc en général, c'est ça qui se passe. C'est le parcours habituel, si tu veux, c'est le dirigeant qui lit des trucs, qui rencontre un patron, il dit OK, je veux y aller, il se rapproche de quelqu'un qui peut aider, tu vois, ils vont sur le terrain. En général, les premières semaines, tu vois des trucs qui vont donner des résultats tout de suite. Tu vois, donc après, donc quelque part, t'as des frimures, tu vois, c'est sur reprendre la métaphore. Ouais. Après, ce qui se passe, c'est que tu as un peu l'excitation de s'habituer aux outils, les fusées, etc. C'est sympa, tu vois, ça prend 6 mois. Et après, au bout de 6 mois d'expérience, tu tombes un peu dans le dur. C'est-à-dire que les problèmes sur lesquels tu butes sont des problèmes un peu plus difficiles. Là, tu as une espèce de traversée du désert qui peut durer 1 an, tu vois, où tu as des départs, tu as des choses comme ça. Et en fait, on considère que tu as une première marche. Encore une fois, c'est chaque entreprise est différente, mais tu as une première vraie marche à 3 ans. C'est-à-dire qu'à 2, 3 ans, donc tu as des résultats tout de suite. Les deux premiers mois, tu as des résultats. Mais à 3 ans, les gens de l'extérieur de la boîte voient que c'est plus la même chose. Et ils se disent, attends, vous faites un truc particulier, tu vois. Ouais. Et après, après, t'es ailleurs. Et comment on fait justement pour tenir 3 ans? Il faut un comité de pilotage spécifique? Il faut, parce qu'en fait, je pense que beaucoup, sur 3 ans peuvent, s'épuiser et puis dans beaucoup de métiers, 3 ans, c'est la durée de je vais pas dire la durée de vie d'un salarié, mais c'est la durée dans laquelle, une équipe reste, à peu près homogène. En général, ce qui se passe, c'est que alors, quand ça vient pas du dirigeant, en général, ça s'épuise. En général. Quand ça vient du dirigeant, en général, il y a de la maturité sur le truc. Il voit et il a vécu le avant. Il a vu les premiers résultats, qui peut être vraiment spectaculaire, hein. Je me souviens alors, avec une équipe support, de support informatique. Les gars, ils passent en 2 mois de 21 jours en moyenne pour faire un ticket à 4 heures. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vis un truc comme ça au début, et il se passe quelque chose dans la tête du patron, où il y avait plein de choses qui lui semblaient évidentes, et il voyait que son équipe n'y arrivait pas, où il le voit une fois chez lui, et il commence à croire que c'est possible, et ça fait un espèce de cliquet anti-retour, tu vois le truc. C'est comme tu as vu ça. Après, du coup, ça fait émerger plein de trucs, tu as plein de problèmes de bonhomme, parce que tu vas te rendre compte au début que tout le monde te dit, ah oui, j'ai vachement envie d'apprendre. Les gens ont envie d'apprendre parce qu'ils savent déjà faire. Et quand tu vas dire à des développeurs, tu as envie d'apprendre le dernier framework machin versus tu as envie d'apprendre à faire du code sans bug, tu vois, ou tu as un commercial, toi tu as envie d'apprendre à faire une bonne relation avec ton client, mais ce qu'il faut que tu apprennes vraiment, c'est faire un beau passage de témoin aux équipes d'onboarding, parce qu'on a besoin d'être efficace là-dedans. Dès qu'en fait le truc va se clarifier, ben, les gens vont chercher à fuir, donc bah, faut gérer le truc. Et en général, pour le dirigeant, c'est pas tellement qu'il se dit j'attends 3 ans parce qu'il a déjà eu des résultats, c'est en général, soit il se dit non, ça va pas si vite, j'ai pas besoin de ces trucs-là, et il revient à l'ancien modèle. Soit il se dit, bah, de toute façon, j'ai pas d'autres pistes, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres pistes, en train de révéler le truc, et il va tirer, en fait. Toi, est-ce que tu opposerais le lean aux méthodes agiles? Non. En fait, Parce que beaucoup aujourd'hui pensent faire du lean parce qu'ils font de l'agile. ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. On compare une pomme et une symphonie musicale. Ça n'a juste rien à voir. Donc, l'agile, bon, ça beaucoup, je connais bien. J'ai écrit le premier bouquin en français sur le sujet, enfin, je fais ça pendant très longtemps. L'agile, c'est un système de production. C'est un système pour organiser, c'est un système d'organisation. Donc et le lean est un système pour apprendre de son travail. C'est deux systèmes juste parallèles. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que lean et agile, c'est dans les méthodes. Mmh. Tu vois, c'est pour un patron, c'est dans le truc méthode. Euh, et du coup, on a tendance à les confondre. Et après, ce qui se passe aussi, c'est que, alors j'en viens, j'ai fait l'erreur, hein, donc c'est que quand on fait de l'agile et qu'on se dit ah mais oui mais j'ai des boucles de rétroaction, j'ai des rétrospectives, je fais des petits lots. En fait, il y a des choses qui ressemblent à du lean et c'est très facile
de se dire, mais je le fais déjà. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé moi en fait à faire ça à titre professionnel, donc euh, je suis formé donc par la personne qui me recrute à l'époque. Je me souviens donc j'arrive à mon nouveau poste le lundi matin, le mardi soir je rentre chez moi et j'empile tous les bouquins que j'avais lus en tant qu'agiliste sur le livre. Et je compte, j'avais lu à peu près 3000 pages de bouquins. Il y en avait un que j'avais lu deux fois, Goldmine de Michael Ballet, je l'avais lu deux fois, j'avais pris des notes, j'avais fait machin. Et en fait, au bout de 2 jours de ligne, j'ai réalisé que j'avais juste rien compris. C'est-à-dire que tous les trucs dans ce que je lisais, qui étaient de l'agile, les petits lots, machin, je me disais, ah, mais je le fais déjà. Et tout le reste, je me disais, bah non, mais ça marche que dans l'industrie, nous c'est différent, parce que nous c'est tout le temps différent. Tu vois, c'est juste que Ouais. ça n'a rien à voir. Et c'est difficile quand on fait l'un de voir des trucs différents de l'autre. Et c'est naturel de penser qu'on fait du lean, mais non, ça n'a juste rien à voir. Moi qui suis passé par une seconde générale technologique, j'ai fait de la productique. En productique, on parle de Kanban, on parle de l'eau, on parle de traitement de l'eau, on parle de pièces aussi. Comment on voit dans l'industrie plus servicielle, c'est quoi le parallèle en fait que tu peux faire par rapport à ces typologies de termes? Ce que je peux faire, si tu veux, c'est répondre en deux temps. Ouais. C'est déjà rester dans le monde, je dirais, physique du Mmh. Kanban, et puis expliquer un peu une différence de ça, puis après je te donnerai un exemple dans notre monde. Quand les gens découvrent le Kanban et tous ces systèmes-là, ils y voient un système d'optimisation de flux. Mmh. Tu vois. Et il y a tout un langage autour de ça qu'on a eu aussi dans l'agile, hein, avec tous ces trucs de si je fais des petits lots, la loi de Little, plus les lots sont petits, machin, plus ça réduit les délais, tu vois. Donc tu peux aborder l'outil, en l'occurrence le Kanban, comme un outil d'optimisation de flux et de process. Mmh. Deuxième niveau de compréhension, c'est que tu peux te dire, ben avec le Kanban, je vois quand il y a un truc en retard et je peux essayer de comprendre s'il y avait un problème dans le process et puis faire une évolution du process et la plupart des gens restent là. Mmh. Euh, une des façons de comprendre cette notion l'intention de l'apprentissage. Donc, je visite une usine Toyota à Nagoya. Il y a à peu près 1500-2000 personnes qui sont coordonnées à la seconde près, avec un réseau de fournisseurs qui sont autour d'à peu près 100-150 fournisseurs. Il y a des camions toutes les demi-heures entre eux et les fournisseurs. Et tout ce monde-là est coordonné à la seconde et ils ont 4 heures de stock. Donc il suffit qu'il y ait un fournisseur qui soit bloqué et en fait on a à peu près 2000 personnes qui sont à l'arrêt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit mais c'est bizarre, c'est contre-intuitif ce truc-là. Et la compréhension de Toyota, et là c'est là que je fais le parallèle avec le Mmh. comportement humain, c'est qu'en fait, si tu as 3 jours de stock et que tu as un problème parce que tu n'as pas assuré la maintenance de ton camion et qu'il tombe en panne sur le bord de la route, c'est pas grave, quoi. On va absorber. Si tu que 4 heures, bah en fait, il va falloir vraiment s'intéresser à cette question de maintenance. On est d'accord. Voilà. Et c'est là que, du coup, il faut comprendre l'outillage. Et donc, la plupart des gens prennent les outils pour optimiser le process. C'est le modèle tayloriste. Et l'idée, c'est la compréhension ligne, je dirais, originelle, c'est de comprendre que c'est que des outils de management. D'autres trucs aussi, c'est quand tu lis, il y a un bouquin qui s'appelle The Birth of Lean, naissance du Lean, où il raconte l'arrivée du Kanban dans les usines Toyota. Et ce qui est rigolo, c'est que, encore une fois, nous on pense que c'est les outils d'optimisation de flux, mais ce que raconte l'auteur du bouquin, c'est en fait les gens de la peinture pouvaient pas s'entendre avec les mecs avec les mecs des presses en fait, et du coup les mecs se parlaient pas, comme ils pouvaient pas se piffrer, ils s'étaient mis d'accord quelque part sur le fait qu'une fois par semaine, je te balance tout ce que j'ai fait, puis tu te démerdes avec. Et les gars, ils disent, bah oui, mais si on fait ça, quand il y avait un problème le lundi, tu le découvrais le lundi d'après. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils livrent plus tôt, pour que quand il y a un problème, ils voient tout le temps et qu'ils se parlent. Alors, déjà, ma première moitié de réponse, c'est comprendre que ces outils-là ne sont pas des outils d'optimisation de flux, c'est que c'est des outils de management et des outils d'apprentissage. Alors maintenant, une fois que tu comprends ça, quel que soit, et c'est la magie du modèle, c'est-à-dire que si tu prends le lean comme ce que tu fais dans une usine, non, c'est pas du tout transposable. Mais si tu comprends que le lean, c'est juste, tu as plein de gens qui se mettent d'accord pour livrer quelque chose à quelqu'un d'autre, tu vois, à ce niveau d'abstraction, ben, typiquement,
tu as une plateforme SaaS, tu as un client qui veut devenir, tu vois, à qui il faut faire un onboarding. Quelque part, le client t'envoie un Kanban de bah, je veux être client. Donc ça envoie un ordre de production chez tes équipes d'onboarding, tu vas se dire, qui vont envoyer un ordre de production. Donc tu peux faire ce travail-là, quel qu'il soit. Par exemple, une touche commerciale, quand tu vois, le commercial parle avec le client qui dit ah c'est intéressant votre truc, faites-moi une proposition. Le moment où le client dit ça, en fait, il vient d'envoyer un Kanban virtuel. Tu vois, donc le chronomètre est lancé. Le commercial lui-même, il a peut-être besoin d'avoir un input d'un ingénieur technico-commercial derrière qui dit tiens en fait je pourrais te voir, en fait il t'envoie un Kanban. Donc en fait on peut voir indépendamment de l'activité de la boîte, dès que tu as des gens qui interagissent, on peut utiliser le modèle Kanban juste pour réfléchir au problème. Et là où c'est puissant, c'est que quand tu comprends que ce qu'on fabrique tous, c'est des pièces pour d'autres, quelle que soit la pièce, ben, tout d'un coup, tu as tout ce savoir-faire, je dirais, méthodologique de gestion de flux, où tu sais que ben, Tivo, c'est plus efficace que machin, qu'une production lissée, c'est ça. Euh, et typiquement, par exemple, tu vas comprendre que, OK, on a des problèmes de productivité. Comment est-ce qu'on va attaquer un problème de productivité? Ben, faut faire de la qualité. Ah bon, pourquoi faut faire de la qualité? Parce que si je fais la qualité, je vais passer plus de temps. Ben non, parce qu'en fait, si tu fais de la qualité, tu fais bon du premier coup, tu évites les allers-retours. Et donc l'idée de se dire je vais utiliser ce modèle d'analyse et voir ce que ça veut dire chez moi, ça te donne tout un outillage intellectuel pour aborder de manière, je dirais, posée le sujet. Et la puissance du truc, c'est que bien souvent, tu vois, c'est ton cas, c'est que c'est un peu évident pour le patron. Et en général, la puissance du Lean, c'est d'avoir un modèle commun. On va pouvoir en parler avec d'autres, avec tous les managers, pour se dire, et c'est le fait d'avoir ce langage et un peu ce corpus de connaissances communs qui permet de se parler et d'attaquer plus en meilleur ordre de bataille les problèmes de fond de la boîte. Je comprends. En fonction de la taille de la boîte, il y a des lignes différentes. Parce qu'on a beaucoup parlé de Lean Startup avec le livre d'Eric Ries. Alors, le cas de Lean Startup est particulier, hein, c'est que il n'y a pas grand-chose de Lean dans Lean Startup. Il y a des éléments, on peut discuter entre connaisseurs, en parfaite conversation. Euh, Eric Ries, ce qu'il fait, c'est que c'est un gars qui connaît l'agile, c'est un développeur qui connaît l'agile, qui suit les cours d'un professeur de Stanford, Steve Blank, qui donne des cours d'entrepreneuriat. Et il se dit, ah, et qui en même temps lit un bouquin de Taishi Ono, et qui se dit, ah ben ce que je fais, c'est du lead. Donc, le truc de Lean Startup, en fait, n'ont pas grand chose à voir avec le Lean. Le seul truc qui reste, c'est le fait de clarifier ses hypothèses et de voir ses erreurs de raisonnement. C'est le seul point commun, à mon sens. Euh, oh, monsieur, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'ai Lean et sur Lean Lean Startup. Startup? Ouais, Lean Startup, il n'y a pas grand chose de commun. Le, si tu veux, donc, Lean Startup, c'est je vais lancer une boîte, je suis ébloui par mon envie de réussir et parce que je crois tellement au modèle que je vais pousser ce que je crois au monde. Et Lean Startup, c'est je suis pris d'humilité et je vais aller écouter la réalité. De ce point de vue-là, c'est très très Lean. Là où c'est pas du Lean, c'est que le Lean Startup va pas t'aider en fait à monter une boîte de 400 000 personnes. Et il va pas aborder des questions de management, de recrutement, de coordination interdépartement. Il va pas te donner de pistes sur ta stratégie produit. Et donc le Lean, c'est plus large. Mm. C'est plus large. Par contre, comme c'est plus large, le côté pas obscur, mais le côté un peu difficile du Lean, c'est que c'est difficile à saisir. Pour quelqu'un qui rentre là-dedans, c'est un peu nébuleux. Il y a deux raisons à ça. Premier, c'est que comme ça parle d'apprentissage, bah, ça change un peu la physique du truc. On prend tout sous un angle un peu bizarre parce qu'on le regarde sous l'angle de comment est-ce que les gens apprennent. Et le deuxième, c'est que bah, si tu as fait l'informatique, tu vois ce que c'est qu'un bootstrap. Mm. C'est que le lean, en fait, c'est un modèle de départ pour étudier plein de choses. Et du coup, le lean va s'enrichir. C'est pas un truc tout prêt, fini que tu mets en place. C'est plus un espèce de cadre d'analyse un peu général qui sert un peu de structure pour tout l'apprentissage que tu vas avoir autour.
Et ça fait que pour quelqu'un qui rentre dans le truc, déjà ce que tu vois, c'est qu'il y a une espèce de secte où les gens ils parlent des mots, ils parlent avec des mots japonais, donc tu te dis oulala, c'est quoi ce truc-là? Ils sont un peu fous ceux-là quand même. Après, tu te dis non mais c'est pas clair, je le comprends pas, donc pas grand-chose à voir avec Lean Startup et en fait non, c'est un modèle qui va attaquer les questions de c'est quoi la valeur pour les clients, comment est-ce qu'on se coordonne pour aller vite, comment est-ce qu'on fait de la qualité, comment est-ce qu'on crée les conditions pour que tout le monde bosse. C'est ça que le modèle est assez large. D'ailleurs, il y a des points par lesquels il faut mieux attaquer un projet Lean que par d'autres? Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on sait, donc ce qu'on appelle le Lean, en fait, c'est une communauté de gens, c'est une communauté internationale de gens qui étudient le modèle de Toyota en dehors de Toyota depuis 40 ans. Donc on a une grosse expérience. Alors, du coup, comme il y a une grosse expérience, c'est très divers, il y a à boire à manger, hein. Mais on a vu le film plein de fois. Le point de départ, c'est le service client. C'est le point d'entrée. C'est que tu arrives, ok, je sais quoi le truc, bah, en général, surtout dans les entreprises, dans le monde du logiciel, ce qu'on fait, c'est que le service client, on l'envoie à l'autre bout de la terre pour réduire les coûts et pour pas entendre les clients hurler. Comme ça, on récupère juste des beaux camemberts, des beaux Pareto. Et du coup, le cheminement de départ du lean, c'est en fait, je me mets à côté d'un agent, je mets les écouteurs et j'écoute mon client qui me dit ce qu'il pense vraiment de mon produit. Et je me dis, ah bon, ce client-là, il a cru à notre promesse, on l'a déçu, ah ouais, c'est passé quoi? Et tu tires la pelote. Et ça, c'est vraiment le point de départ. On part des problèmes pour arriver aux solutions, hein. Ouais. Donc en général, ça va être ça. Je regarde mes problèmes. Un cran après, et c'est ce que tu disais, en fait, assez rapidement, il faut aller vers le comment pour rendre l'entreprise visuelle et voir vraiment ce qui se passe. Si je reviens sur les Kanban, on est un peu plus technique, hein, mais habituellement, donc les gens pensent que c'est une boîte, un système pour optimiser les flux. C'est pas complètement faux, mais c'est un système pour voir la valeur qui s'écoule dans ta boîte, pour faire un diagnostic. Tu vois le truc. Donc tu vois quand un client fait une demande, le modèle mental qui me vient là tout de suite, c'est soit tu sais, tu dois faire euh, des examens médicaux, on va te faire boire un truc pour essayer de suivre le sang qui circule dans les vaisseaux, bah, ça c'est le Kanban. Ou tu sais, tu poses un petit bouchon de liège dans un ruisseau qui descend et voir où est-ce qu'il coince, ça c'est le Kanban. Donc l'idée c'est que premier truc c'est que tu écoutes tes clients qui se plaignent au service client. Deuxième truc c'est que tu mets en place des Kanban pour voir comment est-ce qu'une demande client se diffuse. Et c'est là que tu vas voir que voilà, euh, là ça s'arrête. Ça fait 90 jours que personne n'a répondu à ce truc-là. Il y a 5 minutes de travail. Pourquoi? Je parle. Ce qu'il y a, c'est que ça peut être un service client comme des clients internes et on l'oublie souvent qu'il y a beaucoup de clients internes. Alors, les clients internes, on va les mettre en regard, oui, mais on va les mettre, on appelle ça le wall-to-wall Kanban. Mmh, On prend un demande de client et on voit la diffusion dans toute l'organisation. Souvent, en fait, les gens, ils ont des Kanban par silo mmh, parce qu'on n'a pas réussi à négociation entre. mmh, Mais non, le truc idéal, c'est d'avoir le truc, la demande client initiale. mmh. Et en fait, c'est parce que tu regardes la demande initiale, c'est ça qui fait le point d'entrée, si tu veux, pour que ces équipes qui sont chacune dans ces silos, elles réalisent qu'elles ne sont pas l'une en concurrence avec l'autre, mais qu'elles sont toutes les deux en train de bosser pour le même client. Et oui, du coup, elles vont devoir apprendre à mieux travailler ensemble pour servir le client final. Tu as des exemples d'entreprises françaises ou très connues qui ont vécu des grandes transformations, par la mise en place du Lean? Ah bah oui, et c'est documenté. Je pense que tout le monde connaît Aramis Soto, par exemple. Aramis Soto, je connais les dirigeants, c'est des fanatiques du Lean. Ils sont allés au Japon. Et ils ont vraiment, on a documenté ça dans un livre qui s'appelle Réussir en équipe, en français, Raise the Bar. En fait, on voit le parcours des dirigeants, donc ils sont 700 à l'époque, et on voit vraiment la transformation de la boîte. Donc ça, c'est un exemple, c'est une belle success story. Dans le En monde de la tech, en oui, combien de temps ils ont réussi, justement cette transformation? oh, je pense que c'est pareil, c'est 2 3 ans. C'est qu'en habitude, c'est dans les 6 premiers mois le truc spectaculaire, toujours pareil. C'est les 6 premiers mois, le, euh, les discussions un peu tendues avec le gars qui fait du lead.
euh, qui essaie de mettre un truc sur la table, et on discute, quoi. Puis quand les mecs acceptent de le voir, d'aller regarder, en général, ça a un truc qui paye tout de suite. Ce qu'il raconte dans le bouquin, les deux patrons de Rami Soto, tu prends Nicolas Chartier et Guillaume Paoli. En fait, ils avaient prévu d'ouvrir un deuxième centre de retraitement pour leurs véhicules d'occasion. Ils rachètent des voitures, ils les remettent à neuf, ils les mettent sur leur site. En fait, ils étaient arrivés un peu au bout de la production, de leur production. Ils étaient sur le point d'investir pour faire un deuxième centre. Et leur prof de ligne leur dit, on peut peut-être faire, non, non, on peut faire, on doit pouvoir faire x2 en fait là-dessus, juste avec l'équipement actuel. Du coup, ils ont réussi à doubler la production sans créer un nouveau centre de retraitement. Quand on voit ce que c'est qu'un centre de retraitement de voiture, c'est pas du tout anodin. Donc ça, il se passe des trucs très rapidement. T'as d'autres exemples? Dans les gens qui sont connus, ceux qui sont assez visibles dans le monde de la tech, c'est Théodo. Je sais pas si tu les connais, donc c'est une agence qui fait des applications web. Maintenant, ils ont plein de verticales. Ils travaillent, ils font du web, du mobile, ils font de la data, ils font de l'IA, ils font tout ça. Euh, Quand Benoît Charles commence à s'y intéresser en 2012, ils sont 40, là ils sont 700. Euh, et, euh, et là, c'est un autre exemple. C'est intéressant de regarder Benoît. Il est très visible. Ils sont très impliqués dans l'Institut in France. Ils ont écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Lean Tech Manifesto, où ils racontent un peu leur vision tech du Lean. Ils sont très investis. Ils sont allés plusieurs fois au Japon et ils font des trucs qui sont assez incroyables aussi. Dans les gens qui sont connus aussi, il y a Conto, notre licorne Lean favorite, avec Steve qui découvre, l'un des cofondateurs qui découvre le Lean, ils sont encore 80. Là aujourd'hui, je crois qu'ils sont 1500. C'est une boîte qui est passée de 0 à 1500 personnes en 5 ans. Donc ça, c'est Quelle une croissance. belle licorne. Ouais, ça c'est fou. Hein. Je me souviens, il y a une année, ils sont 600, ils recrutent 600 personnes. Donc 600 personnes, ça veut dire que tu as 50 personnes qui arrivent tous les mois parce que c'est un fait du tact. C'est-à-dire que ouais, non, c'est vraiment spectaculaire. Et ce qui est intéressant dans ces cas, mais là je prends dans le monde que je connais, mais on voit des choses spectaculaires dans la maintenance des rames de TGV, dans des hôpitaux. Justement, il y a des organisations qui sont pas faites pour le lean? Euh, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Si tu veux, c'est plus dès que tu as plusieurs personnes qui s'assemblent pour fabriquer un truc pour un client, ça marche. Tu vois, donc pour l'instant on n'a pas vu. Alors moi quand j'ai commencé, je me souviens encore les levées de boucliers qu'on avait dans la tech en se disant mais le lean ça vient de l'usine, tu comprends, nous on est ingénieur en informatique, on fait du code, ça change tout le temps. Là on est en 2008-2009, hein, je me souviens. Moi je leur disais bah oui t'es gentil coco, ça fait 15 ans que j'en fais du code, si je te dis que ça marche. Donc en fait au début on pensait que ça marchait pas dans le dev. Et c'est rigolo, il y a 2 ans je crois, je me retrouve avec quelqu'un qui fait du marketing qui me dit non mais Régis tu comprends pas, le lean ça marche très bien quand tu fais du développement logiciel, mais moi c'est du marketing c'est différent. Tu vois, pareil avec bah t'as reçu Jonathan Vidor, hein. Bah oui il fait du lean en marketing ça marche très bien. Donc non je dirais qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de vertical ou autre comme ça où ça ne marche pas. Parce que Et c'est la valeur du truc, si tu veux, c'est que c'est les fondamentaux. et est-ce qu'il y a des profils de dirigeants qui sont plus réticents que d'autres à la mise en place de ces méthodes? Oh oui, oui. Il y a pour lequel ça provoque, si tu veux, des réactions épidermiques avec les poils qui se hérissent sur les avant-bras. Et puis d'autres qui vont trouver ça évident, qui vont se jeter dedans, qui vont faire partie des fanatiques. Donc tu as reçu Jonathan, je crois qu'il a reçu son diplôme de fanatique. La Et en façon fait, la façon dont il l'a vendu, je pense qu'il le mérite. oui, voilà. Et en fait, c'est des gens d'expérience. Encore une fois, je fais ça depuis longtemps. J'ai rencontré, je pense que maintenant ça va se compter en centaines, hein, des dirigeants. Euh, Comme ça, les gens qui adorent sont des gens qui sont très terrain, très clients, qui aiment bien aller au fond des trucs. Tu vois, qui aiment bien aller dans le détail, de rentrer dans la façon, tu vois, le détail très technique des choses. Ceux qui, à l'inverse, détestent, pardon, c'est les patrons qui se voient au-dessus de tout ça, qui veulent juste faire la représentation et pour qui tous ces trucs d'organisation, etc., c'est au-dessous d'eux.
qui vont se dire, ouf, j'ai pas le temps. Les autres patrons pour qui ça va être difficile, et ça vraiment, ça va être une question personnelle, c'est, euh, si tu l'as vécu, c'est facile quand tu es dirigeant de te raconter, si tu as envie, de te raconter que tous tes problèmes, c'est que les gens qui sont autour de toi, ils sont trop nuls. C'est facile. Donc si tu penses que toi ça va, mais que ton seul problème dans la vie, c'est que les gens que tu as recrutés, il y en a pas un qui t'arrive à la cheville, Moi, j'avais de ah, la chance, j'avais des bons, donc voilà. voilà. J'ai pas fait coucou. Donc c'est plus des questions, si tu veux, de profil. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant est-ce que ça marche chez moi, comment est-ce qu'on démarre. Le premier truc que je leur dis, c'est que monter une boîte, c'est dur, tu le sais mieux que moi. La question, c'est dur, et ce que tu vis au fait au quotidien, c'est que des problèmes, hein, fondamentalement. On peut se raconter tout ce qu'on veut, mais la réalité de l'entrepreneuriat, je sais pas si tu es d'accord, c'est que tu te lèves et tu as un problème, tu as un problème. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est 15 claques pour un bisou par jour. Ouais, exactement, ouais. J'avais écouté Elon Musk qui disait entreprendre, c'est mâcher du verre pilé en regardant dans l'abysse. Alors c'est un peu extrême, hein, il est un peu fou, mais c'est pas que fun. Et donc l'idée, c'est qu'en général, tu montes ta boîte parce que tu as envie de faire un truc. Et du coup, moi, mon meilleur conseil pour un dirigeant, c'est de se documenter. Tu vois, aller regarder d'autres vidéos, regarder ce que racontent les gens de l'Institut Line France, et pour voir ce que j'ai envie, en fait. Euh, je pense que c'est ça le principal critère. C'est que quand je regarde le truc en tant que dirigeant, je me dis, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien avoir une boîte comme ça, alors, ouais, ça vaut le coup. Sinon, non, on ne pas, faut pas, c'est merveilleux. J'ai une question un peu provocatrice, mais tu pas obligé d'y répondre, mais pourquoi nos hommes politiques ne font-ils pas plus de lean? C'est une bonne question. Comment rester politiquement correct? En fait, il y a eu un moment dans ma carrière où je pensais que le lean, ça allait sauver l'humanité, etc. Ça va beaucoup mieux là, hein. Ça va beaucoup mieux. Donc ce que je crois maintenant, c'est ce que je crois, hein, attention, c'est que c'est plus, on peut avoir des bulles de gens qui ont envie de faire ça. Ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, tu es face à deux trucs. Aller te cogner les problèmes concrets du terrain avec tes équipes qui résistent, tes clients, etc. Ou trouver des raccourcis pour faire vite de l'argent. C'est très très tentant de, de prendre des raccourcis, hein. Donc, donc ça, c'est un premier élément. À leur décharge, la politique, c'est une complexité inouïe, parce que tu veux être juste maire. Déjà, tu vois dans une entreprise de 70 personnes, avoir tout le monde d'accord, c'est très très dur. T'es maire d'une ville de 10 000 personnes, 20 000 personnes, avec des factions, des camps, etc. C'est pas évident de garder de garder le cap. Je pense que c'est plus facile de jouer ce qu'on voit à la télé, hein. Intéressant comme réponse. Est-ce qu'il y a des grands cas sur lesquels tu as travaillé et qui ont pas fonctionné? Oh oui, ça, je sais bien faire. Euh, Et pourquoi surtout, en fait? euh, les cas habituels. Alors, je mets de côté les erreurs de jeunesse, etc., parce que c'est technique, hein, l'air de rien, ces questions. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, donc tu peux te dire non, mais c'est une aventure humaine, tu vois, c'est l'intangible, etc. Ou tu peux te dire oui, mais c'est aussi un métier, c'est un métier d'être entrepreneur et des savoir-faire, etc. Donc, je mets de côté mes propres erreurs d'apprentissage, parce que c'est long, et il en reste certainement, hein. Les, 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 les os qui sont un peu durs, euh, les causes d'échec principales, c'est le dirigeant qui se dit là, je vais faire venir un manager, c'est trop dur, je fais venir un DG pour remettre tout ça au propre. Et le DG qui arrive et qui met la boîte par terre avec des process. Donc ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Non mais tu vas voir, Régis, j'en ai discuté avec lui, il est à fond, etc. Puis quand la personne arrive, elle dit non mais arrêtez ces conneries-là, voilà les process, chers commerciaux, regardez, voici le template de présentation, maintenant regardez, on va vous mettre des OKR, et puis donc ça c'est ce que j'ai vu en fait.
L'autre cas aussi, c'est le dirigeant toxique qui utilise les problèmes pour mettre des claques aux gens et qui sort jamais du truc. Donc, il y a quelques relations que j'ai coupées comme ça en disant, écoute, si en fait c'est ça que tu cherches à faire, tu peux maltraiter les gens sans qu'on soit là-dedans. Euh, il y a les facteurs. Alors c'est dans ton monde aussi, hein, mais c'est le fond qui arrive aussi. C'est le fond qui arrive et qui dit bon, écoutez, on va rationaliser un peu tout ça. C'est vachement bien vos trucs, un peu exotiques, mais regardez, vous inquiétez pas, on amène du smart money, on a une méthode pour faire décoller la boîte, suivez notre méthode, tout va bien se passer. Donc ça doit te croiser, ça doit te parler. Euh, voilà, les différents cas. C'est quoi les 3 grandes étapes pour, démarrer, une transformation lean? Je l'ai mentionné, c'est se documenter et regarder des vidéos, des conférences, discuter avec des gens pour voir si en tant que patron on en a envie. Tu sais, c'est comme si tu choisissais un sport, tu vois. Est-ce que le karaté c'est mieux que le tennis de table ou le yoga? Les trois sont vachement bien, hein, tu vois. La question c'est toi t'as envie de quoi? Donc mon premier truc serait de dire est-ce que j'ai envie en tant que patron d'être là-dedans, quoi. Est-ce que c'est mon trip? Deuxième étape, c'est il faut se trouver quelqu'un dont c'est le métier. C'est ce que je fais, qui peut regarder, qui va dire, ben, faut lire des trucs, etc., qui va dire, bah, tiens, regarde, ça. Et moi, mon rôle, si tu veux, ou le rôle des gens comme moi, c'est pas tellement de dire au patron, tu devrais faire ça. On va aller regarder sur le terrain. Regarde, ce qu'on voit là, si on le regardait d'un point de vue ligne, ça ressemble à ça. Et le patron va dire, oui, mais moi, je pense ça, et c'est un peu dans la confrontation des perspectives c'est la confrontation de ces perspectives-là en regardant le problème de terrain que naît le chemin. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui regarder ça. Et après, il y a une troisième grande étape, c'est qu'il va falloir commencer à embarquer des gens dans la boîte. Les erreurs qu'on fait là-dedans, en général, c'est d'essayer d'embarquer tout le monde, en disant j'envoie tout le monde en formation, etc. C'est plus il faut se trouver l'étape d'après, une fois que le dirigeant et quelques proches sont là, c'est qu'il faut se trouver des alliés. Et c'est pas tellement un déploiement, si tu veux, mécanique du truc, c'est plus une diffusion. On allume des foyers de gens qui vont se mettre là-dedans et qui eux vont en fait projeter des expériences sympas, tu vois, qui vont donner envie aux autres. Ça ressemble plus à ça, les grandes étapes. Et en termes de budget, du coup, faut prévoir quel budget? Un C'est consultant lean, c'est combien? Enfin, pour parler concrètement. ouais, bon, je veux dire, c'est pas grand-chose, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par an, l'ordre de grandeur. Et après, ça va dépendre de la boîte. Le consultant en ligne coûte pas fondamentalement très très cher par rapport au gain. C'est du conseil, quoi. T'as un bonhomme. Ce qui va coûter peut-être là où il y aurait plus d'argent, c'est au moment où il faut former des gens. Faut se prévoir un petit budget pour envoyer des gens, des programmes de coaching, des choses comme ça. Mais c'est discutable. Il y en a qui vont démarrer avec quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois. C'est pas des grands, c'est pas un programme où tu te dis, je vais mettre 2 millions d'euros sur la table, former tout le monde. Ça marche pas comme ça. Et puis par rapport au Après, gain, je pense que tu trouveras des gens qui prendront les 2 millions. il y en aura toujours. Voilà, Non, mais euh, quand ça te permet d'éviter de créer une deuxième usine, le gain, il est évident. c'est pour ça. En général, les gens qui font ça avec des gens comme moi, ils disent, ah oui, quand même. Et puis au bout d'un moment, ils se disent, oui, bon. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posées? Il y a, pas en termes si je reprends la conversation, pas en termes de questions, en termes de thématiques. Un sujet qui est important pour moi et qu'on n'a pas mis sur la table là, c'est qu'on a touché très très vite du doigt, c'était cette notion de pièce, Ouais. et qui a un gros sujet personnel de travail, c'est autour de ce que j'appelle en anglais le craft, Mmh. et, euh, et qui est en fait une façon, depuis 2 3 ans, j'ai commencé à travailler. Ce que j'ai réalisé il y a 2 3 ans, si tu veux, c'est que tu apprends en résolvant les problèmes, mais au bout d'un moment, tu vois que c'est tout le temps les mêmes problèmes et que ce qu'il te faut, c'est un système pour transmettre ce que tu sais déjà. Mmh.
Et l'idée, c'est qu'un système d'apprentissage, c'est deux pans parallèles. C'est un truc pour apprendre des nouveaux problèmes, donc à la frontière de ce qu'on sait. Et Mmh. après, un autre système qui fait que quand quelqu'un arrive dans la boîte, tu peux vite le purifier et lui expliquer tout ce que tu savais pour pas qu'il te recontamine la boîte de l'intérieur et qu'il crée des problèmes que tu connais déjà. Et en fait, en creusant ça et en travaillant de manière assez intense sur le sujet, depuis 3-4 ans maintenant, ce que j'ai fini par réaliser, c'est que un des enjeux fondamentaux du Lean, c'est de remettre le plaisir de l'artisanat dans chaque métier. Et à quel point les gens vont vers le process, Mmh. mais personne ne prend plaisir à suivre un process. Et il y a une bascule quand tu fais bien, je pense, du lean. Quand tu fais bien du lean, c'est que tu crois que tu optimises des process. Quand tu fais bien du lean, en fait, ton obsession revient à comment est-ce que je recrée le plaisir de l'expert, de l'artisan. Je fais mon commercial, j'ai un commercial. Qu'est-ce qui fait que ce commercial, il prend plaisir à crafter une belle proposition aux petits oignons en un temps record? Mmh. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas trop touché du doigt et qui, je pense, en fait, Mais ça est un revient élément important. ça revient à une problématique de sens du travail. Oui, exactement. Et l'idée, c'est de comment recréer du sens. Et l'intérêt, c'est que quand tu vas reprendre cette notion de personne par personne dans la boîte, reprendre de la fierté, vraiment, le mot est très précis, reprendre la fierté de faire un truc qui représente mon savoir-faire. Mmh. Ce qui se passe dans la boîte, c'est que les gens, au bout d'un moment, se détachent de la fierté du truc. Parce qu'ils ont suivi les process, ils vont se dire, non, mais j'ai pas le temps. Je reviens sur les commerciaux, sur non mais là effectivement c'est pas très bien, mais je comprends, j'ai pas le temps. Ça c'est le début de la fin. Et la question c'est comment est-ce que tu restes véloce tout en faisant en sorte que quand le commercial il envoie sa propale, il est fier de sa propale et il peut te dire non mais dans celle-là j'ai changé ça et regarde, Ça tu fait vois. ça. Voilà. Mais là, c'est une question presque philosophique, c'est est-ce que les process qu'on a mis en place tu vois, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est la taylorisation du métier commercial, Oui, avec SDR, BDR, account executive, CSM. Heu, Moi, je trouve que c'est une catastrophe, dans oui, la relation, oui. et est-ce qu'en fait, justement, ça ne tue pas le sens du métier? C'est clair, Cette si si. Enfin, c'est processisation. ce que je crois, Mmh, enfin ce que j'observe, si si si. C'est ce que j'observe. Et ce qui est intéressant, et tu parles de sens, euh, la question de base du lean, c'est comment est-ce que je crée plus de valeur. mmh, Et ce qui est intéressant, c'est que alors je travaille bizarrement, c'est pas mon métier de base, mais depuis 10 ans, je travaille beaucoup avec des équipes de vente, mmh, parce que ça intéresse beaucoup les patrons. Hein. mmh, Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu demandes à des commerciaux, qu'est-ce que tu produis? C'est une question qui est, vous pouvez faire l'exercice, hein. mmh. Tu fabriques toi. Et les gens vont te dire, je fabrique des contrats, je fabrique du chiffre d'affaires, je fabrique des ventes. Et ben non, qu'est-ce que tu fabriques en fait? Où est la valeur? Si les gens disent je fabrique de l'argent, ben non, parce que ça c'est la Banque de France, c'est la banque qui a fait de l'argent. En fait, tu fabriques quoi? Et en fait, c'est-à-dire se dire, ben en fait non, ce que je craft, c'est une belle proposition avec du conseil pour essayer d'expliquer au client et d'aider le client à résoudre son problème. Tu vois, donc je suis d'accord avec toi. En fait, l'idée c'est quand métier par métier, je recrée du sens profond de comment est-ce que je crée de la valeur pour le client. Et ça, c'est un premier axe de réponse. Deuxième truc, c'est que les process, faut comprendre quand on fait de l'apprentissage, que les process, c'est l'apprentissage du pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Former un médecin, c'est très compliqué, c'est lourd. C'est C'est beaucoup plus rapide de lui dire si tu vois ce symptôme, tu te mets devant un écran, tu tapes les symptômes et tu fais cette prescription. Et donc, il faut comprendre que les process, c'est un peu l'enseignement du pauvre. Mais du coup, tu obtiens les inconvénients de ça. C'est-à-dire que tu as simplifié le truc parce que tu as des cas tout faits. Il faut pas être surpris que tu aies des commerciaux qui comprennent pas le client, qui n'aient pas le temps de le servir, qui sont perdus dès qu'ils sortent des clous, etc. Donc c'est pas tellement que les process sont mal parce que tu as besoin de process sinon tu n'as pas de structure, mmh. mais c'est plus l'illusion du fait que le process est suffisant. Et souvent les gens considèrent que tu as une partie qui est très process, très mécanique, et puis le reste qui est un peu nébuleux, c'est de l'humain, tu comprends, il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas, et l'idée, c'est que rentrer dans le Lean, c'est, je dirais, professionnaliser ou théoriser un petit peu ce parcours de développement d'expertise profonde. Et du coup, il y a des fonctions de l'entreprise qui sont pas du tout adaptées au lean? Non, c'est plus que il y a des fonctions qu'on connaît bien,
tu vois, où c'est rapide, on déroule le truc, et puis des fonctions où c'est encore un peu moins posé. Tu vois, les fonctions qui sont où on a du savoir-faire, mais c'est pas encore très posé, c'est très complexe. Par exemple, tout ce qui est finance, mais ça s'y prête très très bien. Mais c'est plus que il y a moins de gens qui ont de l'expertise là-dessus, parce que c'est les gestion de flux, les fonctions type. Alors tout ce qui est vente, il n'y a pas de souci, service client encore plus, tech, tout ça. Maintenant, je pense que c'est très bien balisé. Euh, Finance, on trouve des gens, c'est plus là, qui savent faire. RH, c'est moins clair. C'est un sujet que je creuse là, depuis un an, parce que justement, j'ai réalisé ça. Marketing, ça commence. Marketing, donc t'as eu Jonathan. Marketing, on a moins, tu vois, c'est pas tellement que la méthode se prête pas, c'est qu'on a moins d'expérience, De recul. de recul sur ce truc-là. Bon, on sait faire, mais c'est moins balisé. Moi, j'avais un peu l'impression à t'écouter que le RH, ça pouvait être un des grands architectes du lean dans Ah l'entreprise. oui, oui. Oui, dans les boîtes qui sont avancées, ça change radicalement le rôle du DRH, hein. Moi, je me souviens avoir visité une usine d'un des patrons qui a l'Institut Lean France. Et on a fait différents groupes de gens qui nous faisaient visiter l'usine. Moi, j'étais dans un groupe où la boîte était présentée par les RH et j'avais été sidéré en fait par sa connaissance, je dirais technique, cette connaissance commerciale. Et en fait, elle expliquait que son rôle, elle accompagnait le dirigeant dans les visites terrain pour essayer de regarder comment accompagner. Et non, une personne clé. La visite d'usine, c'est quelque chose qui t'a transformé. Oui. Du coup, tu conseilles n'importe quel dirigeant de start-up d'aller faire un tour en usine? Ouais, faut trouver quelqu'un pour faire les sous-titres, Ouais. tu vois. Mais ouais. On a Après, reçu, on a reçu plusieurs industriels hein, dans ce podcast, donc on aura des personnes à présenter s'il faut, mais voilà. ah bah, ça serait super. Ça serait vraiment super. Tous les épisodes sont pas encore sortis, mais il y a deux, trois jolis petits industriels On où... fait, ouais, avec en fait, on fait tous l'erreur d'imaginer que moi c'est différent. Et comprendre, moi c'est différent, c'est différent. Et moi, ce qui me plaît, c'est aussi ce qui me plaît parce que je fais partie d'une association qui s'appelle l'Institut Libre France que j'ai mentionné plusieurs fois. Et la raison pour laquelle je fais partie de l'association, je la soutiens et j'y suis, c'est que on se voit régulièrement. Là, en juin dernier, on avait notre Lean Summit qu'on fait tous les 2 ans. On avait quelques centaines de personnes qui venaient. Et en fait, ce qui est vraiment super, c'est de parler à quelqu'un justement qui a des usines. De l'autre côté, t'as un start-upper. Et en fait, de réaliser qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. On se raconte ce qu'on veut, si tu veux, mais on a tous les mêmes problèmes. Avant de conclure cet épisode, déjà merci pour le temps que tu nous as consacré. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un dirigeant que tu me recommanderais d'inviter pour qu'il nous parle de son expérience? Oui, alors je sais pas, j'y réfléchi, j'ai une idée. Mais si je le mentionne, est-ce qu'il va m'en vouloir? Je le mentionne. Non, je pense que ça vaudrait le coup que tu parles à Pierre Leblond D'accord. de Rendez-vous déco. Je vais vous mettre en relation. On va voir, j'espère qu'il sera disponible. C'est un Ouais. gars que j'adore parce il a plein de vitalité. Et donc, il est dans le monde du e-commerce. Et en D'accord. fait, quand on s'était parlé la première fois, toi et moi, je m'étais dit, tiens, lui, c'est un cas intéressant parce que quand je l'avais rencontré, il a racheté une entreprise de e-commerce et je me disais, il pourrait à la fois te raconter son propre cheminement en ligne, parce qu'il a fait des Mhm. trucs vraiment incroyables, et aussi son expérience de racheter une boîte pour un patron qui fait du lean. Bah, c'est Voilà, parfait. je vous mettrai en relation. J'ai inauguré il n'y a pas très longtemps une petite catégorie de questions absurdes Ouch, euh, qui je n'ont suis pas inquiet. vocation à avoir des réponses forcément sérieuses. Je vais te laisser y répondre ou pas. Tu as le droit à des jokers. Ah, d'accord. Voilà. T'es plutôt thé ou café? Un café. Si les entreprises que tu accompagnais pouvaient parler, quels mots diraient-elles? Hmm. Le mot qui revient, qu'elles disent, Ouais, c'est pièce. pièce. Voilà. Si tu devais travailler avec un super-héros comme CEO, lequel choisirais-tu? Hmm. Doctor Strange. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Des personnages de dessins animés. Ouais. J'allais dire Terminator, mais je suis pas dans les dessins animés. Oh, bah, ça, on va l'accepter.
Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Ouh, non, ça ne vient pas, Joker. En général, dans les déjeuners d'affaires, bon, je suis focalisé, pas sur le plat. Si tu devais créer une mascotte pour représenter le lean, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, j'y avais réfléchi, puis j'ai laissé tomber. Une mascotte qui marche, ce qui marcherait, c'est le renard, parce Ouais. que au Japon, ils ont c'est une divinité qui s'appelle Inari, qui est le Mmh. dieu de la prospérité, qu'on voit dans tous les temples japonais. Et c'est le dieu de la prospérité. Le dieu du riz, en fait, et des récoltes, de la prospérité. Donc, le renard. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? On voit le début de la révolution industrielle. Ouais, je prends 1900. Peut-être pas 1900, parce qu'il me resterait que 14 ans avant la Première Guerre mondiale, 1890. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Oh non, vendredi soir, il y a des gens qui répondent autre chose. Tu es que la deuxième personne à qui je pose cette Ah question. bon, d'accord. Et cette question, je l'avais pas posée la dernière fois. Ouais, c'est marrant. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Ah, voilà. Je pourrais Ah, j'ai expliquer ce pas que vu. c'est. J'ai pas vu. Ah, d'accord, tu vois pas. C'est une petite figurine japonaise. Ah zut, le nom ne me vient pas. Bon, en fait, l'idée, c'est que quand tu démarres un projet au Japon, en fait, tu as cette figurine qui a deux yeux vides, donc c'est une tête, et tu remplis le premier œil, et tu te donnes rendez-vous pour remplir le deuxième œil, la deuxième pupille, quand tu auras fini le projet. D'accord. Voilà. Et là, j'en ai reçu un et que j'attendais, enfin, que je vais inaugurer à la rentrée. Tu plutôt Ah, Bernard j'en ai Arnault? vu. Ouais. Avant-dernière question, tu plutôt Bernard Arnault ou Elon Musk? Ouais, je suis un ingénieur, moi. Ils le sont tous les Je suis 2. plutôt masque. Ouais, Ouais, mais ils le sont tous les 2 au départ. ouais, mais plutôt tech. Ouais. Et dernière question, tu plutôt entrée plat ou plat dessert? Oh, plutôt en très plat. Bon. Écoute Régis, merci beaucoup pour cette heure qu'on a Merci à passée. toi. Et puis, si des gens veulent te contacter, quel est le meilleur, moyen de prendre contact avec toi? Ils peuvent me trouver sur LinkedIn. Ça marche bien. Sinon, s'ils cherchent Learning to Scale, ils vont tomber sur mon site, ils peuvent me contacter. Super. Et juste petite précision, donc tu as écrit combien de livres et où est-ce qu'ils sont disponibles? Waouh. J'ai coécrit, comme ça ne vient pas, 6 ou 7 livres, je pense, en tout depuis 20 ans. On a sur le site de l'Institut Lean France, or sur le Learning to Scale, vous allez les trouver, mais aussi sur le site de l'Institut Lean France, en fait, on a une section librairie où on peut les trouver aussi. Super. Bon, écoute, là, ça sera le mot de la fin. À très bientôt Régis. Merci à toi, à très vite.